va commencer d'ici quelques secondes. Est-ce que tout le monde a une bonne... Est-ce que tout le monde a une place assise? Tout va bien? Ça va l'air parfait. Ok. Alors, on va commencer cette table ronde pour cette journée internationale des droits des femmes. Donc une table ronde sur la place des femmes dans le sport. Pour commencer cette table ronde, je me répète, je vais vous demander d'applaudir bien fort Amélie Boyer, qui est doctorante de la de l'Université de Lyon. Alors là, merci. Je ne m'attendais pas de faire autant d'engouement. Merci aussi de l'invitation de la part d'Alex Taps. Très content d'être ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Même au fond? Ouais, nickel. On est tout bon. On va parler effectivement de la place des femmes dans le sport. Comme elle a gentiment présenté, je suis doctorante donc au laboratoire VIS à l'Université Lyon 1. Et mon sujet c'est les femmes entraîneurs. Donc moi, je ne vais pas forcément vous parler de l'histoire du sport, non plus de la sociologie du sport, parce que c'est pas du tout mon champ d'expertise. Lors de la table ronde, je pense que vous allez pouvoir en discuter davantage. Mais je vais vraiment vous présenter donc la représentation des femmes entraîneurs. On a 25 minutes, je vais essayer de rendre ça super dynamique. Vous allez participer, je vais essayer de ne pas trop être descendante, mais à un moment donné, on va aussi parler un petit peu de l'apport scientifique et de la recherche scientifique. Je vous ai fait plein de matchs parce que vous êtes des staffs dans l'âme, et moi aussi. Donc, la présentation. Premièrement, on va faire la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur les femmes entraîneurs? On en est où à l'international et en France? Deuxième partie, focus, donc comme je vous l'ai dit, sur les entraîneurs, la revue de littérature, les articles scientifiques, ce que la science nous dit. Et enfin, on ira sur les enjeux, plus de diversité et d'équité. Est-ce qu'on est tout bon? Ouais. Petite introduction, en fait, qui va me permettre de vous faire comprendre pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et pourquoi je vous parle de tout ça. J'ai été athlète, alors de haut niveau, on se calme sur le haut niveau, mais en tout cas championne de France en athlétisme, et je participais aussi au championnat de France au badminton, un BP niveau international. Et j'ai fait, c'est ça qu'il faut retenir, une quinzaine de clubs différents. Donc j'ai vraiment voyagé en France à l'international aussi, et j'ai été dans 10 à 15 clubs différents. D'un autre côté, sur les études et parcours scolaires, licence TAPS, j'attends des applaudissements. Licence TAPS. Licence TAPS. Après, j'ai eu la chance de partir au Canada où j'ai fait un master en psychopédagogie, psychologie de l'enseignement. La chance pour la météo, moyen, mais là-bas pour la culture, l'enseignement, c'était une très riche expérience. Et ensuite de ça, j'ai fait un master EOPS, donc vous devez le connaître, STAPS, entraînement et optimisation de la performance sportive, et actuellement, donc, je suis doctorante, comme je vous l'ai dit. Profession, doctorante, donc là je vous raconte un peu ma vie, mais vous allez comprendre pourquoi. Profession doctorante, et je suis entraîneur depuis une dizaine d'années, actuellement préparatrice mentale avec l'équipe de France de vélo route et femmes. Pourquoi je vous dis tout ça? Athlète, 10 clubs, 0 femme. J'ai jamais été entraînée par une seule femme, j'ai été dans les crêpes, j'ai été dans les pôles, j'ai jamais vu une seule femme. Étudiante, STAPS, je pense qu'on vous a présenté le rapport, ça parle de soi, et notamment dans le Master EOPS, très peu de femmes. Je me suis dit, ok, la graine a commencé à germer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si peu? Profession, dans les staffs, je suis généralement la seule femme, de temps en temps il y en a effectivement, mais je suis généralement la seule femme. Ce que ça a créé chez moi, c'est de me dire, ok, pourquoi? Vraiment, c'est parti d'un pourquoi. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a si peu de femmes entraîneurs dans tous les champs, les disciplines en entraînement? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma thèse. On va faire un petit jeu, parce que j'ai pensé à vous, je me suis dit, les STAPS, c'est dynamique. Donc on va faire un petit jeu pour se réveiller, en plus vous avez une longue journée. Je vais vous demander de lever la main quand vous pensez que c'est la bonne réponse. Si vous pensez, vous êtes sûr, vous pouvez lever les deux mains. Par contre, on ne crie pas, s'il vous plaît, parce que ça va devenir un peu le cafouche aussi dans le sud, mais en tout cas, on lève les mains. On va se remettre dans la position donc des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Okay, donc on se remet sur les derniers Jeux Olympiques, Tokyo 2021. En termes d'athlètes, qui pense qu'il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes en termes d'athlètes? Ok. 40-50, donc en dessous de 50, entre 40% et 50%. Ouais, un peu plus. Entre 30 et 40? On part sur 30-40 la réponse, je valide. Ok. Dirigeante,
Donc on va dire dans les membres des comités, mais ne serait-ce que dans les entraînements dans tous les pays, etc. Donc les femmes qui étaient à poste de dirigeante. 50-50, 40-50, 30-40, 20-30, 10-20, 10-20, ok. On continue, arbitre, même principe, tous les arbitres de toutes les disciplines. Plongeon, je pense à tout, volley, handball, basket, gymnastique, peu importe. 50-50, 40-50, 30, 20-30, en dessous de 20, ok. Et enfin, sur les athlètes, 50-50, sur les entraîneurs, pardon, 50-50, 40-50, 30-40, 20-30, 10-20, ok, je valide 20-30. J'aurais aimé un roulement de tambour pour les réponses. C'est un rapport donc, sur le Gender Equality Inclusion Report donc, du CIO, Comité International Olympique. Sur les athlètes, c'était 48%. Donc c'est quasiment la parité en termes d'athlètes. En 2021 aux Jeux Olympiques, c'était 48% de femmes et donc 52% d'hommes. Ensuite, sur les dirigeantes, vous avez très juste. Snaps, bien joué. Donc on était sur 20% de dirigeantes. Arbitre, 32%. Et nous, on va faire le focus sur entraîneurs. Entraîneurs, au JO en 2021, c'était 13%. Je l'ai mis en orange, pas parce que c'est plus important que les autres postes, mais notamment juste parce que nous, on va faire le focus sur les entraîneurs. Le pourquoi du comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a une augmentation de la participation sportive. Pensez à ce que vous voyez, pensez dans vos clubs, si vous avez un salle de sport, peu importe, il y a une réelle augmentation des femmes de la participation sportive depuis les années 2000, on va dire. Et en fait, aux Jeux Olympiques à Paris, on peut être fier quand même parce que ça va être les premiers Jeux paritaires de l'histoire en termes de participation des athlètes. Il va y avoir 50% de femmes et 50% d'hommes pour la première fois de l'histoire aux Jeux Olympiques. La recherche a fait donc ce qu'on appelle une hypothèse, un postulat entre guillemets, c'est de se dire, bon ben il va y avoir plus de femmes athlètes, donc nécessairement je vais avoir plus de femmes entraîneurs. J'ai plus d'athlètes, forcément je vais avoir plus de femmes entraîneurs. Finalement, il y a ce qu'on appelle une faible représentation, mais même une sous-représentation. Et en France, sur la dernière statistique, c'est 12,6% des entraîneurs qui sont des femmes. Pas de panique, c'est une statistique mondiale, quasiment, c'est entre 10 et 20%, un petit peu de partout dans le monde. Et là, on va passer à l'apport théorique. Donc, ce que la recherche nous dit là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous présenter les barrières. En fait, dans un objectif de recenser toute la littérature scientifique, qui est plutôt anglo-saxonne, il y a deux chercheuses qui ont mis en place un schéma. Et en gris, elles ont mis toutes les barrières que les femmes pouvaient vivre en tant qu'entraîneurs, soit pour rentrer à poste, soit pour rester à poste. Et en blanc, c'est les éléments qui vont être facilitants. Je vous présente le schéma. Franchement, j'avais prévu un truc de dire c'est un ciel parisien, mais c'est faux. C'est pas si gris que ça, mais en tout cas, tout ça, c'est les barrières que les femmes peuvent vivre, soit pour entrer à poste, soit pour rester à poste. Le but ici, c'est pas de vous présenter toutes les barrières parce que, un, j'aurais pas le temps, et deux, j'ai pas non plus toutes les compétences et le savoir pour vous présenter toutes les barrières, mais je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est ce qu'on appelle l'homologous reproduction. Pensez vos amis, pensez votre famille, pensez votre groupe, peu importe, on est souvent en fait attiré vers les gens qui nous ressemblent, soit dans les intérêts, soit dans les valeurs, soit physiquement, peu importe, par les gens qui nous ressemblent. L'homologous reproduction, c'est le fait de recruter quelqu'un qui nous ressemble. Et vu que dans les postes, comme on l'a dit, dans les dirigeantes, c'est 20% de femmes, on a majoritairement des hommes, et donc nécessairement, les hommes vont avoir tendance à recruter des hommes. Ce qui s'avère être une vraie barrière dans le recrutement pour les femmes entraîneurs. Deuxième concept, un petit peu plus connu, peut-être que vous avez déjà entendu parler, il est plus connu notamment dans les discriminations, que ce soit raciales, de genre, etc. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Tout simplement, imaginez un plafond en verre, et donc vous avez l'impression que vous pouvez atteindre quelque chose, et puis finalement, quand vous essayez, il y a toujours un plafond qui vous empêche d'atteindre. Il y a également ce qu'on appelle les réseaux professionnels, les All Boys Clubs, c'est-à-dire que dans les clubs, dans les fédérations, les hommes sont entre eux, et donc forcément, quand on arrive en tant que femme, c'est difficile de s'intégrer. La conciliation travail-famille, discrimination, stéréotypes, on va en parler un petit peu plus ensuite, et tout ce qui est homophobie, harcèlement, VSS, violence sexiste et sexuelle. Ça fait pas mal. Ici, c'est toutes les barrières que les femmes peuvent vivre en tant qu'entraîneurs, et encore
Tous les jours, il y en a des nouvelles qui émergent et qui émergent et qui émergent. Quand je suis partie de ça, je me suis dit, ok, il y a toutes ces barrières-là, mais qu'est-ce qui coince encore? Pourquoi les dirigeantes, ça avance un peu plus? Pourquoi les arbitres, ça avance un peu plus? Mais chez les entraîneurs, qu'est-ce qui coince encore? Et ça ne veut pas dire que des autres côtés, on est acté et c'est tout. Et là, je me suis intéressée au leadership. Et dans la thèse, c'est une variable que j'ai rajoutée. Je suis devant vous, je parle comme ça, vous écoutez, ou pas, ça dépend des personnes. Et donc on est là et on se dit, elle est en position de leadership. De par ça, vous vous dites peut-être inconsciemment, ok, elle est en position de leadership, elle parle. Si tout à l'heure on se croise dans le métro, j'ai mes écouteurs, je suis sur mon téléphone, je suis pas sûre que vous allez vous dire elle a du leadership. Quand vous regardez un entraîneur, dites-vous, d'emblée, on va lui octroyer une position où il a ou elle a du leadership. Leadership, c'est l'influence qu'on a pour atteindre un objectif. Donc l'influence sur un groupe pour atteindre un objectif. Vous regardez à la télé, vous regardez dans vos clubs, vous regardez dans vos BDE, les personnes qui vous gèrent sont les personnes auxquelles vous octroyez du leadership. Quelles sont les limites pour les femmes donc dans l'entraînement? On a toujours tendance en fait à penser que les leaders, encore aujourd'hui, les leaders compétents, vont être des personnes autoritaires, dures, robustes, confiance en soi. Et finalement, c'est ce qu'on a appelé la masculinité hégémonique, c'est que des caractéristiques dits masculins, on octroie encore fort, robuste, autoritaire. Et pour les femmes, on octroie encore, donc dans les caractéristiques dites, bienveillance, écoute. Et donc forcément, les femmes ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un leader compétent. Et là, on va faire un peu de préparation mentale, parce que je vous ai dit que j'étais préparatrice mentale. Toute la salle, vous allez vous imaginer que vous êtes une femme. Ça va? Ou je vois des soupirements. J'entends des soupirements, ok? On s'imagine ça. Donc stop, ça y est, c'est devenu super équité, c'est génial, c'est la belle vie. Vous êtes des femmes. Vous arrivez à un poste d'entraîneur, ok? Vous prenez un style de leadership avec ces caractéristiques-là. Compétent, dur, autoritaire, robuste. Vous êtes une femme. Vous allez être désapprouvé parce que vous ne correspondez pas aux caractéristiques qu'on attend de vous en tant que femme. Bienveillante, douce, à l'écoute. À l'inverse, maintenant on est toujours des femmes, vous arrivez, vous mettez de l'autre côté et vous prenez les caractéristiques douces, gentilles, à l'écoute. Vous ne correspondez pas aux attentes qu'on a de vous en tant qu'entraîneur et donc leader compétent, dur, robuste. Et en fait, on se retrouve toujours dans une sorte de dualité et c'est ce qu'on a appelé la double contrainte. Et enfin, je finis sur ça, sur les barrières, sur la littérature. C'est ce qu'on a appelé les dilemmes stéréotypés. On a souvent des perceptions extrêmes des femmes entraîneurs. Trop dure, trop gentille, elle est vraiment trop autoritaire. Ou alors elle est trop gentille, elle est trop douce, elle est trop calme, ça ne marchera pas. Il y a également un niveau élevé d'attente de compétences, et ça dans tous les milieux. Je vais vous donner mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à entraîner, je suis arrivée dans un club, au début c'était des athlètes loisirs. Première question comme pose, c'était quoi ton niveau? J'ai eu la chance de pouvoir dire, de dire bah, j'étais au niveau. Ok, c'est bon, ça va. Ok. Et j'ai regardé si, en fait, à mes collègues masculins, on leur posait la question. Et généralement, jamais, parce qu'on partait pour acquis que c'était ok. Mais en tant que femme, on attend vraiment de nous des compétences très élevées. Et donc, ça a été prouvé dans la recherche scientifique, on a besoin de prouver, on a besoin de se comptabiliser. Et enfin, une contradiction entre compétences et empathie. Pour finir, sur les dernières recherches, il y a plein de recherches qui ont été faites finalement sur le genre de l'entraîneur et est-ce que ça a impacté la performance. Ce qui a été réalisé, c'est au foot, au tir à l'arc. Ça a été en fait au basket aussi, au tir à 3 points. On a pris des résultats sur 15-20 ans et on a regardé si finalement, selon le genre de l'entraîneur, ça avait un impact sur la performance. Aucun résultat. Aucun impact sur la performance dans tous les sports caractériels. Donc c'est vraiment la preuve que la recherche s'y intéresse et qu'il faut continuer à pousser dans ce sens. J'arrête avec la recherche académique et puis on va arriver à la fin de la présentation. Je vais vous parler rapidement de mon histoire. Là, je vous raconte une anecdote. Je me confie un peu. Après, on va en discuter de l'anecdote. Je vous ai dit, j'étais au Canada, on se rappelle un peu? Ouais. Quand j'étais au Canada, je jouais au foot, en loisir. Le lundi soir, en loisir, etc. On avait été en fait qualifiés pour une compétition en loisir à l'international. Ça ne regroupait que les clubs loisirs. C'était à l'international. J'étais au Canada, il y avait États-Unis, Amérique du Sud, etc. On se qualifie pour la compétition et là, je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde. On va à l'aéroport, à Montréal, on est en retard. Quand je vous dis en retard, c'est en retard.
On court, comme des dingues. On court, nous, on a une bonne VMA, on fait du foot et tout, c'est bon. On court, toute l'équipe féminine, on court, et on se retourne, et le staff derrière, ça traîne. Staff qui traîne. On regarde, je me retourne, l'entraîneur galère, je crie, allez, etc. L'entraîneur galère, ok. On arrive dans l'avion, vraiment tout juste, etc. Le personnel très sympathique, vraiment sympathique, etc. Nous assoit, très sympa. Et là arrive la fin de l'histoire, on a 2 jours, quand on atterrit au Mexique, on a 2 jours pour se reposer avant la compétition et je suis au restaurant. Et en fait, j'ai la poisse, je suis tout au bout de la table. Vous voyez ce truc il y a toute la table. Vous êtes complètement à l'écart des conversations. Il y a tout le monde, toutes les filles, et à côté j'ai le staff, l'entraîneur, etc. À côté de moi, il y a une table et il y a un couple. Ça pue l'amour. Ça pue l'amour, ça sent le love. Je regarde, je me dis, mais c'est incroyable, ça pue l'amour, etc. Je rentre à l'hôtel et c'est la fin de l'histoire. Pas folle l'histoire. Je sais, pas fou. Honnêtement, à main levée, j'ai jamais stipulé si l'entraîneur était un homme ou une femme. Qui a imaginé un entraîneur homme? À main levée, ouais. Honnêtement, à main levée, le personnel dans l'avion, qui a imaginé que c'était des femmes? Ouais. Honnêtement, à main levée, le couple, qui a imaginé que c'était un couple hétérosexuel? Ouais. Ouh. C'est fou, hein? C'est ce qui s'appelle les biais cognitifs, biais inconscients. C'est incroyable. Je vous laisse vous en remettre ou pas? Ou ça va? Ok, je reprends. On reprend, je vais conclure avec ça de toute façon. C'est ce qui s'appelle les biais cognitifs, les biais finalement inconscients. En fait, quand je ne m'invente pas, attention neuropsychologue, parce que ça vient chercher dans cette discipline-là. Par contre, c'est vraiment connu que ça se nourrit dans les stéréotypes, ça se nourrit dans les préjugés, et en fait, on fait plus attention. C'est tellement ancré en nous, soit par notre éducation, soit par la socio. En fait, on fait plus gaffe, on fait des trucs comme ça. Et là, mon but, c'était juste de vous dire, des fois, reculez un petit peu, regardez avec une autre paire de lunettes, dites-vous, ouais, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte que je pensais à ça. Et je vous donne un exemple de quand ça m'arrive tout le temps. Quand je suis entraîneur en chef dans les équipes, il y a un entraîneur adjoint, c'est un homme. Quand je rencontre d'autres entraîneurs, on vient pour serrer la main. On serre la main de l'homme et on lui dit alors ton équipe, ça va et tout. Et lui, tout le temps, il dit c'est pas moi l'entraîneur en chef, quoi. Tout le temps. Et c'est en fait un biais inconscient. C'est pas grave. L'important, c'est juste sa rencontre et c'est ça que je voulais vraiment vous faire remarquer. On y va sur la conclusion. Merci. On y va sur la conclusion donc et les enjeux à tout simplement la diversité de genre. Premièrement, au regard de la société, on est 50-50, 49-51, c'est pas une minorité, hein, ou alors 51-49, ça dépend. Au regard de la société, on se doit nécessairement d'avoir l'équité et de la diversité. Au regard de quoi? Finalement, du financement public et privé, on paye les impôts, ça va dans l'écosystème sportif, mais on n'a pas les mêmes droits formels, on n'a pas les mêmes droits réels. Donc finalement, ne serait-ce qu'à ces 2 points-là, c'est certainement nécessaire. Ça, vous avez déjà dû le voir, c'est partout. Les rôles modèles pour les athlètes, pour la médiatisation, avoir plus de femmes entraîneurs, nécessairement, ça va donner envie d'avoir plus de femmes entraîneurs, etc., etc., etc. Et je finis sur ça. Au bénéfice des athlètes, des dirigeantes et des employés. Si là, sur les intervenantes que vous allez aller voir, c'était les 5 mêmes intervenantes, même histoire, même expérience. Là, les 350 personnes, vous êtes les mêmes. On ne va pas aller très loin. On ne va pas aller très loin. Le but, c'est de comprendre l'importance de la diversité. Le but, c'est de comprendre que c'est nécessaire, ne serait-ce que dans des entreprises, il y en a qui ont fait le test, ils ont augmenté leur diversité de genre, leur diversité raciale, ils ont augmenté les performances de l'entreprise, le bien-être de l'entreprise. C'est complètement nécessaire. Et je finis sur ça parce que quand on m'a invité, et je vais être sincère avec vous, je me suis dit, c'est génial parce que, j'étais stabsienne, je trouvais super cool, vraiment, honnêtement. Et 2, je pense nécessairement que vous êtes les agents et les agentes du changement à 100%. Et en fin de compte, le but là, c'est pas allez, on se promène maintenant, on change le monde. Je suis pas non plus une réaliste. C'est juste de vous dire, peut-être s'en rendre compte, se poser les questions, et puis peut-être réfléchir sur les stratégies et les solutions qui peuvent être amenées. Je vous remercie beaucoup. Je pense que
pouvez encore applaudir Amélie Boyer pour cette performance. Avant d'enchaîner sur la suite de la table ronde, vous le savez, à la Snaps, il n'y a pas que les paroles, il y a aussi les actions. Et donc c'est l'heure de la fameuse pause active. J'appelle la pause active. Ne vous en faites pas, je sais que vous êtes pressés. Je suis Paul, en charge des pauses actives au ministère du Monde qui bouge. Nous sommes ravis de pouvoir présenter les travaux de différents scientifiques aujourd'hui, qui sont juste à côté de moi, à l'occasion de cette table ronde. Cette année, en 2024, la grande cause nationale est celle de l'activité physique. Je vais laisser les experts et expertes se présenter ainsi que leurs travaux et nous comptons sur vous pour votre ample coopération. Alors bonjour, moi je m'appelle Mathieu et du coup je suis chercheur de développement des capacités de réactivité. Alors Alban et moi on est thésards et on recherche sur l'étirement des muscles et les bienfaits que ça a sur l'aspect de la relaxation en général sur le corps. Tout à fait. En lien avec vos travaux, Mathieu, est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer peut-être? Bah ouais carrément, alors du coup je vais demander à tout le monde de se lever. Si vous pouvez. Et du coup on va faire une petite étude empirique. On va voir si les STAPS sont réactifs et réactifs. Ok? Donc quand je dis type, vous levez les mains. Quand je dis tap, vous les baissez. Quand je dis top, vous les mettez devant vous. Ok? Vous avez compris? Tic, tap, top. Tic, tap, top. Tic, tap, top. Tic, tap, top. Tic, tic, oh! Tic, tic, tap, 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 top, top. Tic, tic, tap, tap, top, top. Twist! Tic, tic, tap, tap, top, top. Top, top. Top, top, tap, tap, tip, tip. Top, top, tap, top, top, tap, top, top, tap. Vous êtes réactifs, merci. Des travaux qui, comme on peut le voir, sont passionnants, on s'en doute. Peut-être que vous avez également quelque chose à nous proposer? Alors, moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes content d'être ici au congrès? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on dit oui? On hoche la tête. C'est parti, on dit oui. 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 On dit yes. 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 Super. Deuxième question. Est-ce que vous êtes triste du temps qu'il fait aujourd'hui? On dit non. Voilà, non. Et on dit non. Voilà, on dit non. Super. Ok, maintenant que vous êtes bien échauffés, on va faire un de nos travaux pour lequel on travaille qui est un genre de yoga relaxation qui va vous permettre du coup de vous étirer tout le corps et de pouvoir vous redétendre pour le temps d'après. Alors, on a deux possibilités. On a la première possibilité qui est un petit peu plus complexe que la deuxième. À vous de choisir l'adaptation que vous préférez en fonction de vos possibilités. Ok, on va suivre Lilou. On lève les mains. Inspiration. Et on souffle. Et on descend. On monte et on recommence. On inspire. Et là, on va faire du tir à l'arc pour les JO.
on change de côté. On s'étire vers le haut. Et on relâche. Les travaux, fort d'actualité. Nous espérons que cette pause cette fois c'est la bonne. Merci de faire autant de bruit pour la recherche. Les chercheurs et chercheuses sont mis à l'honneur, c'est important. Merci à toutes et tous. Nous espérons que cette pause vous aura permis de vous réveiller, mais également de vous reconnecter avec vos corps et d'être dans les meilleures conditions pour la suite de cette table ronde. Pause active. On passe à la suite de cette table ronde et je vais laisser la parole pour la première fois aussi à Jacques Delattre qui est journaliste en alternance et ce sera elle qui fera la médiation sur cette table ronde. Donc voilà, je m'éclipse. Je suis hyper contente de pouvoir animer cette table ronde sur un sujet que je trouve vraiment important et je pense que tout le monde ici le trouve aussi. Parce que dans notre société, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent et dans le sport, un domaine construit par les hommes pour les hommes, celles-ci sont encore très marquées. Alors pour son 50e congrès, à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques et en cette journée des femmes, l'ANESTAPS est heureuse d'ouvrir les débats sur la question à l'aube des Jeux. Quelle place pour les femmes dans le champ du sport? Question simple, réponse multiple. Alors pour tenter de répondre au mieux, nous avons ici 4 intervenantes que je vais présenter donc, pour vous de droite à gauche. Donc Emmanuelle Bonnet-Oladj, bonjour, bienvenue. Vous êtes coprésidente de la FSGT, donc Fédération sportive et hygiénique du travail, administratrice du CNOSF, donc Comité national olympique et sportif français, mais aussi de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport. Mona Pantel, bienvenue. Vous êtes diplômée d'une licence TAPS éducation et motricité et d'un master EGALAD, donc égalité par et dans les activités physiques et sportives. Et actuellement, vous occupez le poste de chargée de mission lutte contre les discriminations et les violences au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Marion Philippe, bienvenue. Vous êtes maître de conférence en histoire du sport au sein du STAPS de l'université Gustave Eiffel et vous êtes également spécialisé dans la médiatisation des femmes dans un contexte de JOP. Et enfin, Charlotte Schwartz, bienvenue. Et vous êtes étudiante en Master 1 Management du sport et actuellement vous occupez le poste de chargée de mission lutte contre les discriminations et égalité femmes-hommes à l'ANSTAPS. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Je rappelle au public qu'il y aura des moments d'échange, mais vous pouvez, en scannant le QR code juste ici, poser vos questions en direct. On en sélectionnera quelques-unes et pour les autres, la NESTAP tentera d'y répondre après les débats. Plus tard. Donc pour commencer, pouvez-vous chacune, en quelques mots, donner un ou deux enjeux majeurs concernant la place des femmes dans le sport? Donc, Emmanuelle Bonneblage, allez-y, vous pouvez commencer. Je pense que l'exposé précédent montre qu'il y a un enjeu d'égalité réelle et que derrière la façade de la parité, et on peut s'en féliciter aux Jeux Olympiques et Paralympiques sur les sportives et les sportifs, il y a un grand pas évidemment à franchir et moi je suis convaincue, et ça viendra dans l'échange, qu'il y a un enjeu à transformer la société patriarcale dans laquelle on est, auquel cas il n'y aura pas de vraie transformation. Et je profite d'avoir le micro, puisqu'après on va parler que des femmes, pour dire que la FSGT soutient les luttes de la NESTAPS et de toutes les STAPS aux différentes rentrées. On a toujours relayé ce que vous avez fait et on est convaincus qu'il faut mieux mettre des moyens sur les STAPS que sur le service national universel. En l'occurrence, 2 milliards d'euros, ça pourrait être réparti autrement. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je parlerai en priorité de la formation. Ça tombe bien, vous êtes en STAPS, donc effectivement vous êtes au cœur de cette problématique-là. Donc pour moi c'est vraiment accroître les contenus de formation pour que ces enjeux-là puissent être abordés dans l'ensemble des formations qui permettent d'accéder au métier du sport. Et après il y a aussi l'enjeu de communication, même si ça progresse beaucoup, mais voilà, Amélie parlait tout à l'heure de rôle modèle. C'est très important aussi de valoriser justement les femmes lorsqu'elles arrivent à avoir une place en tant qu'encadrantes dans le sport. Donc voilà, je pense que c'est les deux éléments qui me semblent importants. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà à la NESTAPS de l'invitation, merci d'avoir organisé cette table ronde, je pense qu'elle est super intéressante et vitale. Et je vous remercie aussi la NESTAPS de manière générale pour tout le combat que vous faites pour les STAPS, que ce soit du niveau licence jusqu'au doctorat et même après pour les enseignants-chercheurs comme moi. Le travail que fait la NESTAPS est plus que vital pour la filière STAPS de manière générale, donc je vous remercie pour ça. Moi je parlerai aussi de la question des luttes contre les violences. Alors les violences, qu'elles soient sexuelles et aussi sexistes, malheureusement on parle beaucoup des violences sexuelles qui existent et c'est quand même bien qu'on en parle, mais les violences sexistes existent aussi, elles sont systémiques et on en a vu un bon exemple avec le travail d'Amélie. Je pense que c'est aussi une des bases des enjeux actuels du sport au féminin. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais être un peu redondante. Ce qu'on a à dire, c'est qu'en fait, tout passe par la formation. Il faut savoir que les stéréotypes, ils se créent dès l'enfance. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Par le sport, et notamment via l'EPS. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça en EPS? Eh bien, il faut former les professeurs à ça. Et pour former les professeurs, il faut pouvoir inclure dans les formations les enjeux à l'égalité femmes-hommes. Donc ça passe par l'intégration de manière transversale au sein de toutes les filières. Et déjà, si on met ça en place, on pourra faire pas mal de choses. Merci pour vos réponses. Avec Mona Pantel, vous avez parlé de formation. C'est vrai que pour faire avancer l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, ça se fait dès l'enfance, où les mentalités se forgent. Marion Philippe, pour vous, il me semble que l'école a un rôle important. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce rôle de l'école? C'est vrai qu'en fait, quand on arrive en STAPS, c'est déjà fini. Enfin, je veux dire dans le sens où nos mentalités, elles sont déjà faites. On ne va pas, quand on arrive en licence STAPS ou ailleurs d'ailleurs, changer les mentalités, les perceptions que chacun et chacune font d'un phénomène, notamment le phénomène du sport au féminin. Et du coup, à mon sens, c'est vraiment à l'école, mais quand je parle d'école, c'est plutôt école maternelle et école primaire que cette réflexion doit avoir. Et pour le coup, les mentalités, elles sont
sont pas prêtes, c'est un effet de génération. Je veux dire, vos enfants, à vous, auront sans doute la mentalité qu'il faut, entre guillemets, pour que les choses évoluent dans la société et dans le sport. Mais la génération actuelle, les parents, n'est pas forcément toujours prête à faire en sorte de proposer une éducation égalitaire et à accepter des possibles changements à l'école. L'exemple le plus concret est sans doute l'éducation à la sexualité qui est proposée aux très jeunes enfants et que beaucoup de parents en refusent. Et donc en fait, c'est, je pense que les camarades à côté de moi rebondiront là-dessus, mais que c'est en développant cet enjeu dès le plus jeune âge qu'on arrivera à faire en sorte que dans les années d'après et dans le cheminement de la vie de chacun et chacune, les mentalités de chacun changent. Merci pour votre réponse. Et en complément, c'est vrai donc, que ça se fait donc, dès l'enfance, dès le plus jeune âge, mais c'est aussi, comme l'a indiqué Charlotte, lors des formations des profs de PS, donc ça se passe en STAPS. STAPS qui est une filière qui est encore très masculine, avec seulement 32% de femmes, selon les chiffres de Parcoursup en 2023. Mona Pantel, pouvez-vous nous parler brièvement de votre expérience en tant que femme en STAPS ? Alors moi, mon expérience en STAPS, elle remonte à pas si longtemps que ça. Effectivement, les proportions, on va dire, filles-garçons, elles sont assez inégalitaires en L1 et après, à mesure qu'on progresse aussi dans les filières. Moi, j'ai fait une filière éducation et motricité qui n'est pas la pire par rapport à ça parce que ça touche à l'éducation et donc l'éducation, c'est encore un domaine qui est quand même un peu plus, on va dire, investi par les femmes, même si l'angle du sport la masculinise, entre guillemets. Mais c'est certain que voilà, moi, il n'y avait encore pas l'égalité en termes, on va dire, de représentation des filles et des garçons parmi les étudiants et étudiantes. Après, voilà, moi j'ai eu une très bonne expérience en STAPS et je suis très heureuse d'avoir pu poursuivre cette filière-là. Et c'est super important qu'on soit de plus en plus nombreuses parce que c'est notamment la filière qui permet d'accéder à plein de métiers différents dans le milieu du sport. Merci. Et vous avez fait un master EgalApps, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu aussi ? Oui, alors le master EgalApps commence à se faire connaître de plus en plus. Je sais qu'il y a des étudiants et étudiantes dans la salle et à la STAPS, donc c'est super. C'est une formation spécifique qui a été créée en 2014, je crois, ou en 2015. Qui en fait répondait justement à un manque de formation spécifique sur les inégalités de genre dans le sport, dans le but de former des spécialistes de ces questions-là pour répondre justement aux problématiques qu'on peut avoir dans le milieu du sport, donc notamment la représentation des femmes dans les fonctions d'encadrante, mais pas uniquement. Quand on touche à la thématique des inégalités de genre, c'est très variable aussi. On pourrait parler aussi des LGBT-phobies, enfin voilà, il y a pas mal de choses à évoquer par rapport à ça. Et du coup, c'est un master donc en 2 ans au sein duquel on aborde, on acquiert, on va dire, un certain nombre de connaissances très variées et très utiles. Et à l'issue de ce master, on a pas mal de débouchés maintenant. Donc il y a la filière recherche qui est assez investie. Et on est plusieurs maintenant à être dans le milieu fédéral, dans les associations. Enfin voilà, il y a pas mal de débouchés. Donc c'est une formation très intéressante par rapport en tout cas à cette thématique-là. D'accord. Donc si les questions d'égalité de genre dans le sport sont au cœur du master EgalApps, celle-ci elle devrait l'être aussi dans l'ensemble des formations STAPS. D'ailleurs l'année STAPS a pris une contribution avec plusieurs propositions d'intégration de ces sujets dans les différentes filières. Cette contribution sera disponible après la table ronde sur le site de l'année STAPS et sur leurs réseaux sociaux. Je vous invite à la lire car elle apporte une analyse complète sur la place des femmes dans le champ du sport. Charlotte Schwartz, pouvez-vous nous donner une proposition faite par l'année STAPS par filière peut-être ? Tout d'abord, cette contribution elle a été faite pour pouvoir faire un état des lieux de la situation actuelle et pouvoir vous la donner à vous, membres du réseau de l'année STAPS, pour que vous ayez conscience un petit peu de où est-ce qu'on en est au niveau de la place des femmes dans le champ du sport. Et au-delà de ça, c'est pouvoir en fait apporter des propositions concrètes qu'on pourrait mettre en place. C'est la première version. Elle est vraiment vouée à évoluer et le but c'est de la faire évoluer aussi avec vous et de pouvoir la co-construire au fur et à mesure des années. Au niveau du coup de nos propositions pour la filière STAPS, le master EgalApps c'est très bien, mais du coup c'est très spécifique et c'est un choix de continuer en master et de se spécialiser dans ce master-là. Nous on pense qu'il faut que chaque professionnel qui va ensuite s'insérer dans le champ du sport et de l'animation puisse avoir une base aux enjeux de l'égalité, puisque ce sera vous, les futurs représentants et représentantes, qui ensuite pourront agir à votre échelle dans le monde professionnel. Du coup, nous, on pense
qu'il faut d'abord qu'il y ait une base, donc pouvoir ajouter dans le tronc commun une base sur l'égalité femmes-hommes, sur le sexisme, sur la lutte contre les stéréotypes, sur les violences sexistes et sexuelles, et puis qu'ensuite ça puisse au final se développer par mention et que ça puisse être vraiment adapté et mis en place de manière transversale. Au niveau des mentions, pour donner quelques exemples, en entraînement sportif, on prend très peu en compte les cycles menstruels, comment est-ce qu'on peut adapter l'entraînement au cycle menstruel, etc. Donc ça c'est un gros enjeu à mettre en place. Au niveau de la filière éducation et motricité, on a tout l'enjeu de la pratique mixte. Comment est-ce qu'on peut favoriser la pratique mixte, mais une pratique mixte qui sera bien sûr encadrée et bien faite, parce que la pratique mixte, ça peut vite devenir pas du tout égalitaire et créer beaucoup plus de stéréotypes. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir fournir aux professeurs des outils pour pouvoir mettre ça en place? Au niveau du coup de la filière management du sport, comment est-ce qu'on va pouvoir penser nos événements sportifs en se disant qu'on n'a pas envie en fait de créer des stéréotypes ou de répondre à des stéréotypes, et comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser l'égalité au sein de nos événements? Au niveau de la filière APAS, prendre en considération les femmes en situation de handicap qui sont encore plus soumises à des discriminations. Donc ça c'est très très important. Et au niveau de la filière du coup ergonomie du sport et performance motrice, il faut savoir que le sport il a été fait par et pour des hommes. Donc il faut pouvoir adapter le matériel sportif aux femmes, il faut pouvoir du coup répondre aux besoins et à leurs attentes. Et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver totalement dans toutes les filières. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à l'aide de nos mentions aux besoins et aux attentes du public féminin? Donc, au-delà de l'école et de la formation STAPS, il y a d'autres acteurs du sport qui peuvent se saisir de la problématique. Emmanuel Bonnet-Olage, il me semble que vous allez mettre en place une formation égalité entre les femmes et les hommes à la FSGT. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? D'abord, je voudrais contextualiser ce qu'est la FSGT, sans trop rentrer dans le détail, mais la FSGT, c'est une fédération de sport populaire qui est très ancrée dans les milieux populaires. Et ce qui nous paraît une évidence, c'est qu'il ne peut pas y avoir de sport pour toutes dans une société qui n'est pas pour toutes. Et en l'occurrence, les inégalités sociales touchent d'abord les femmes. Et donc ce sont d'abord, dans les statistiques que vous avez données tout à l'heure, les femmes précaires sont évidemment encore moins concernées par l'accès à des activités de qualité. Je vais vous citer un passage très très court. Ça date de 98, c'est Annick Davis, que j'imagine les étudiants... Non? Si, quand même, toujours. Annick Davis. Et Catherine Louveau, donc Annick Davis, inspectrice pédagogique, et Catherine Louveau, sociologue, elles écrivaient « Il faut en finir avec l'inaccessible qui produit au mieux seulement de l'envie, au pire du découragement, et favoriser de vrais modèles d'activité possibles qui aident les femmes, des milieux populaires, les employés, les ouvrières, les sans-travail à s'autoriser à prendre du temps pour soi. » Et je dis ça parce que si on ne pense pas au contenu d'activité, si on ne pense pas aux modalités d'organisation, si on ne pense pas à la manière dont la vie associative va s'organiser, et ben on va mettre de côté d'emblée tout un tas de femmes qui vont se dire que de toute façon c'est pas pour elles. Et c'est une raison pour laquelle, par exemple, quand on parle d'accès des femmes au foot, nous on met en place des championnats où toutes les femmes, quel que soit leur niveau, peuvent venir. Alors que dans une vision plus élitiste des choses, on peut jouer au foot, faire du vélo, jouer au basket seulement si on a un niveau de pratique qui préexiste. Et comme les inégalités préexistent dès l'adolescence, et bien évidemment ça se répercute après à l'âge adulte. Et en effet, ça se répercute sur l'accès aux fonctions dirigeantes. Et donc nous à la FSGT, mais il y a plein d'autres fédérations qui le font, on commence par un état des lieux pour mieux comprendre les barrières, les freins, parce qu'on ne fait pas exception pour l'accès aux fonctions dirigeantes. Et en effet, on va mettre en place une formation qui tente d'abord de comprendre pourquoi les inégalités sociales préexistent dans la société, et on se bat pour tout. Et après je laisse la main, c'est la raison pour laquelle aussi on s'est mobilisé contre la réforme des retraites, parce que c'est aussi une réforme qui pénalise les femmes, qui renforce la précarité, et donc on a aussi besoin de femmes retraitées en bonne santé pour animer nos associations sportives, et aussi pour leur laisser plus de chances d'accéder en bonne santé à une pratique de loisirs. Merci pour votre réponse.
Maintenant, je vais laisser la parole au public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Soyez pas timide. Et puis, il y a le Google Form. Il y en a une ici, juste tout devant. Merci. Revenir sur la question de l'éducation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très très important de s'y prendre très tôt et donc que les enfants très jeunes sont concernés et qu'il faut les laisser vivre justement sans stéréotypes et les éduquer à ça. Mais ce sont bien les adultes qui les encadrent qui vont eux-mêmes reproduire des fois leurs stéréotypes genrés. Donc je crois qu'il faut éduquer tout le monde de la petite enfance jusqu'à l'adulte, parce que malheureusement, on a beau être très bienveillant, et bon, moi je suis présidente de l'UCEP, et à l'UCEP on fait très attention, on veut que tous les enfants soient considérés, etc. Et on s'aperçoit que de façon inconsciente, en tant qu'adulte, on reproduit des stéréotypes genrés. Donc je crois qu'il faut que tous on travaille sur le fait de lutter contre les stéréotypes de genre. Ça me paraît d'autant plus important que tout à l'heure tu as dit que les générations futures seraient probablement moins confrontées aux stéréotypes. Sauf que moi je suis pas convaincue que les batailles gagnées soient acquises. On le voit par exemple à la lueur des interventions de l'extrême droite sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de soucis à se faire sur le travail qui concerne l'égalité réelle entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Et la fragilité des combats féministes restera, je pense, toujours d'actualité. Il y a aussi un enjeu de désinformation. Je pense que la génération actuelle, et il y a des études aussi qui ont été faites, quand elles regardent les réseaux sociaux, elles ont plus l'esprit critique aussi. Bien sûr, les statistiques disent aussi que la génération des 35-45 ans est celle qui est la plus sexiste. Donc c'est aussi ce qui peut être problématique. Mais je me dis qu'on peut être quand même, d'un côté, avoir de l'espoir, et après se dire aussi que c'est de notre responsabilité en tant qu'enseignants et enseignantes de aussi proposer un développement de l'esprit critique des enfants, des adolescents et des jeunes adultes pour faire en sorte que les discours et les différents discours qui existent, le jeune ou la jeune puisse avoir son avis grâce à l'esprit critique qu'il a développé. Et c'est pour ça que je suis plutôt encourageante dans le sens où les études sont quand même positives, notamment sur les critiques faites par les jeunes sur les réseaux sociaux qu'ils consultent. Pour ajouter, je vous invite juste à lire le dernier rapport sur le sexisme du Haut Conseil à l'égalité, où il y a d'ailleurs de nombreux chiffres très intéressants sur le sexisme dans la vie en général, qui est encore bien présent et qui est très présent chez la jeunesse. Donc c'est là tout l'enjeu de devoir former encore aujourd'hui sur ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous fais un petit aparté. Le Google Form est actuellement indisponible. Donc gardez vos questions en tête si vous souhaitez les faire passer directement par ce biais-là. Et dès qu'il sera de nouveau accessible, on vous le dira. Ah, question ici. Apparemment, le lien fonctionne de nouveau, donc si certains d'entre vous veulent prendre la parole via le Google Form, vous pouvez. S'il n'y a pas d'autres questions, là.
Merci, pardon. La question c'était que faire La question c'était que faire ou proposer pour que les femmes soient plus présentes dans le monde du sport et dans nos formations, surtout sur les rentrées des premières années en licence. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de détailler dans la contribution, avec notamment une partie sur l'orientation, où l'orientation des jeunes, en fait, c'est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stéréotypes qui sont véhiculés par la filière STAPS sont en fait aussi véhiculés par les professeurs principaux. Et aujourd'hui, il faut pouvoir aussi aller dans les lycées, comme vous le faites aussi, aller en fait présenter la filière STAPS et aller présenter la filière STAPS en enlevant et en déconstruisant tous ces stéréotypes-là. Et potentiellement aussi en y allant, en étant paritaire, c'est-à-dire en ayant une fille et un garçon, parce qu'il y a un enjeu de représentation, à aller dans les lycées, à aller dans les salons d'orientation, pour qu'en fait les filles, elles puissent se dire « Ok, je me sens représentée, donc je peux aller dans cette filière ». C'est-à-dire que s'il y a que des hommes, ou si on véhicule une filière, enfin, des stéréotypes sur la filière STAPS, ou c'est des stéréotypes au final qui sont aussi liés au sport, et du coup qui ont toute une vision masculine, il faut pouvoir déconstruire ça et dire il y a aussi des filles, et les filles en fait elles peuvent accéder à cette filière-là, et c'est tout l'enjeu que vous avez en tant qu'association à vous saisir de ça du coup. En fait, qui dit monde du sport dit, dans l'imaginaire collectif, un monde masculin. Donc en fait, c'est aussi un des freins à, on va dire, l'accès aux STAPS. C'est un auto-frein, en fait, qu'on peut dire de la part des femmes, de se dire qu'on va intégrer un monde masculin et on va peut-être pour certaines avoir cette idée de se dire que certaines ne vont pas se sentir à leur place. Et on voit en fait de manière générale, il y a peu de femmes en STAPS. Si je prends le cas de Gustave Eiffel, et moi je suis responsable de la L3 Management du sport, j'ai 49 étudiants, il n'y a que 9 filles dans ma formation. Donc il y a déjà un gros problème là-dessus. Je ne sais pas si... Enfin ici, dans la salle, il y a combien de filles ici qui sont présidentes de BDE? Pour peut-être lever la main. Voilà. Il n'y en a même pas une vingtaine. L'avantage, c'est que l'ANESTAPS est présidé par une femme, du coup, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi oser. Et je pense que beaucoup n'osent pas. Et là, les jeunes filles ici qui osent devenir présidentes de BDE, c'est aussi parce que c'est cette question de leadership dont parlait Amélie. On peut tout à fait diriger un BDE même si on est une femme, on peut accéder au STAPS si on est une femme, et on peut devenir enseignante ou enseignante-chercheuse même si on est une femme. Et aujourd'hui, malheureusement, les freins sont systémique, c'est juste un auto-frein que les femmes se mettent. Et finalement, quand on intègre le monde du STAPS, notamment dans l'enseignement, comme c'est mon cas, de manière juste personnelle, j'ai jamais subi aucune forme de sexisme ou autre de la part de mes collègues qui diraient que mon travail n'est pas de qualité parce que je suis une femme. Donc il faut oser, c'est juste ça. Moi, je pense qu'il faut augmenter aussi le nombre d'heures de PS dès l'école primaire, parce que ça se joue évidemment très vite, et les garçons qui ont plus accès aux loisirs sportifs, forcément vont avoir plus facilement accès aux STAPS. Et après, moi, je suis bien placée pour parler de l'accès aux fonctions dirigeantes, comme ma collègue Véronique Morera, puisqu'on fait partie des 19 femmes sur 108 fédérations, en sachant que dans ma fédération, c'est une coprésidence homme-femme, c'est un modèle unique et ça fonctionne très très bien. Fédération olympique, c'est une femme, maintenant deux, parce qu'il y a une présidence par intérim à la fédération d'escrime. 2 femmes sur 32 ou 36 sur 36 fédérations. Et l'exemple de l'escrime est typique. Les femmes dans ces fédérations, elles accèdent au poste parce qu'il y a eu un gros problème, parce que l'homme a dû démissionner, parce qu'il y a une grosse crise et qu'en gros on ne sait pas qui aller chercher, donc on prend la première vice-présidente qui est disponible, et l'élection d'après, on revient quand même au système. Voilà. Et là-dessus, alors c'est un travail évidemment de fond, mais je pense qu'il faut changer la manière dont on organise la vie institutionnelle. Donc nous allons à des conseils d'administration qui ont lieu le soir, sauf que après, qui doit rentrer à la maison parce qu'il y a des enfants et parce qu'on est dans une société patriarcale, ce sont les femmes.
Donc la réunion, il y a eu des femmes. Après, au moment de boire un verre, parce que ça se passe comme ça aussi, en plus, je me souviens moi d'une anecdote où c'était une soirée des présidents de fédération. On était quelques femmes, donc il y avait le cocktail. Et puis j'ai vu s'organiser dans la pièce à côté une autre soirée, où là c'est les alcools forts qui étaient en train d'être sortis. Et donc petit à petit, cette salle se remplissait, et moi comme d'autres, on savait très très bien qu'on n'était pas les bienvenus. Et voilà, la vie elle s'organise malheureusement aussi comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut en effet oser. C'est pas simple, mais il faut aller prendre les responsabilités parce qu'elles ne viendront pas à nous, sauf en cas de crise. Merci. Je vais prendre une dernière question qui est arrivée du coup par le Google Form. Comment le sport mixte peut mener à une certaine discrimination et comment mener cette éducation mixte à ne pas provoquer de discrimination au plus jeune âge? Est-ce que l'une d'entre vous veut commencer à prendre la parole pour ce sujet? Est-ce qu'on peut répéter la question? Alors, je répète. Comment le sport mixte peut mener à une certaine discrimination? Peut-être on peut parler des barèmes entre les hommes, entre les garçons et les filles, et comment on peut du coup éviter ces discriminations. Je pense que la question qui est derrière, c'est la gestion de la mixité et de la non-mixité. En fait, la mixité, si elle n'est pas encadrée, c'est-à-dire que si vous, en tant qu'encadrant sportif ou encadrante sportive, vous n'avez pas eu une réflexion au début en vous disant qu'est-ce que c'est d'être une fille dans votre groupe de sport et qu'est-ce que c'est que d'être un garçon, souvent ça se passe mal, notamment dans les sports où c'est fortement déséquilibré. Moi, je viens du vélo, j'étais la seule fille dans mon club et c'était pas toujours facile parce que voilà, les remarques sont pas forcément toujours sympathiques. Il y a du sexisme, il y a plein de choses qui se construisent. Et par exemple, dans les sports, justement, on est encore sur de fortes disparités. Donc, dans le vélo, il y a 10% de femmes encore licenciées. Vous faites des compétitions, on va vous faire partir 20 mètres devant les garçons, 10 secondes avant. Enfin, c'est assez dégradant. Et du coup, c'est. Voilà, ou derrière. Et c'est la même question pour les barèmes différenciés en EPS. Quand vous êtes une jeune fille et qu'en gros, on vous dit vous allez avoir un barème qui est un peu moins fort que les garçons parce que, du coup, de fait, vous êtes moins forte que les garçons. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant et ce qui permet de se construire aussi. Et en plus, c'est faux parce qu'il n'y a rien qui permet de démontrer dans l'absolu que les femmes sont inférieures aux hommes, puisque en fait, il y a tellement d'impact de la sociologie, des processus de socialisation que voilà, une petite fille, par exemple, on va lui mettre des petites sandales quand elle est petite, elle va pas trop courir, donc forcément, on ne développe pas les mêmes muscles. Je passe vite là-dessus, mais il y a plein d'études sociologiques qui démontrent ça. Donc, ça, c'est super important à avoir en tête. Et donc, si vous laissez vos groupes sans avoir cette réflexion-là, si par exemple vous avez une seule fille et plein de garçons, ou à l'inverse, un garçon et plein de filles, et bien en fait, a priori, ça va peut-être pas forcément tout le temps bien se passer, et y compris pour les garçons, parce que par exemple, les remarques oh là là, tu t'es fait battre par une fille, c'est aussi hyper désagréable pour un jeune garçon d'entendre ça. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être formé, en fait, d'avoir connaissance des mécanismes de stéréotypes de genre, de ce que ça produit chez les individus, pourquoi ça existe aussi, et donc d'avoir une mixité qui puisse bien se passer. Et c'est pour ça aussi que parfois on a besoin d'espace en non-mixité pour éviter justement les remarques sexistes. Mais l'idée, c'est bien d'arriver au bout du compte à ce qu'on puisse pratiquer en mixité, tous ensemble, peu importe voilà, qui l'on est, pour que la pratique se passe bien et que du coup on ait moins d'inégalités et que en tout cas chaque expérience sportive elle puisse être positive. Merci. Bon, je vais passer à la suite comme ça. Donc on l'a vu, donc, les femmes elles sont encore très minoritaires en STAPS, on l'a aussi mentionné dans les institutions sportives, elles le sont aussi dans les instances dirigeantes. Par exemple, sur 119 fédérations, il y a seulement 18 fédérations qui ont des femmes comme présidentes. Donc on peut se demander quels sont les freins à l'accession des femmes à des postes de responsabilité dans le sport. Charlotte, vous pouvez vous exprimer. Je pense que Amélie a très bien défini ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de plafond de verre qui se crée, où il y a un moment donné, on peut pas, les femmes ne peuvent pas plus évoluer. C'est lié aussi à un enjeu de représentation, c'est-à-dire que les femmes ne vont pas aller là où elles ne sont pas représentées, et elles n'ont pas forcément osé, c'est ce que Marion disait.
Du coup, il y a un enjeu à ce qu'elles osent, mais il y a aussi un enjeu à ce qu'en fait, on leur laisse la place pour oser. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que c'est très bien d'accompagner les femmes vers, on va dire, des postes de dirigeantes, mais il faut pouvoir aussi accepter ces femmes aux postes de dirigeantes, et ça, c'est un gros enjeu. Béatrice Barbus, qui est une sociologue, elle a pu du coup écrire un livre qui s'appelle Le sexisme dans le sport. Et du coup, je disais que Béatrice Barbus a pu écrire un livre, donc, Le sexisme dans le sport, que je vous invite aussi à lire, où elle détaille tout son parcours pour arriver au niveau d'un poste de dirigeante. Et du coup, elle explique très bien ce que c'est le plafond de verre et comment est-ce qu'en fait elle a dû y faire face. Et c'est plein de choses en fait qui empêchent les femmes d'évoluer, et notamment tout ce qui est lié aux stéréotypes. Enfin, vraiment, tout est lié aux stéréotypes et préjugés qui sont créés dès l'enfance et qui sont même inscrits au sein de notre société. Donc il faut pouvoir accepter les femmes au poste de dirigeantes et pouvoir les accompagner aussi notamment. Ça veut dire qu'il faut une parité à tous les niveaux, puisque la parité a été introduite dans la loi pour les conseils, les comités directeurs des fédérations sportives, des comités départementaux, mais pas du comité national olympique et sportif français. Donc la loi s'est arrêtée avant. Voilà, c'est pas le cas du comité paralympique et sportif français qui lui est paritaire. Merci. Vous pouvez garder le micro, puisque c'est vrai qu'à la FSGT, vous êtes coprésidente, et donc il y a aussi un homme avec vous. En quoi avoir un homme et une femme, ça permet de faire évoluer la parité? Alors, déjà, il y a une notion de partager le pouvoir. Dès lors qu'on est deux à assumer la responsabilité légale, on n'organise pas le pouvoir comme si on était tout seul. Et moi, je suis convaincue qu'il y a, autour de la dominance des hommes au poste de président, il y a vraiment une question sur comment on conçoit la démocratie dans les fédérations sportives et comment on conçoit la question du pouvoir. Est-ce que diriger une fédération sportive, c'est diriger une entreprise? Est-ce que diriger une fédération sportive, c'est animer un réseau associatif? Donc là, je pense que ça dépend évidemment beaucoup du projet des fédérations sportives. Si on est dans un projet purement élitiste ou si on est dans un projet de développement associatif fédéré d'une activité sportive. En tout cas, ouais, nous on a fait ce choix. Je crois savoir qu'il y a une fédération olympique qui s'y intéresse. On a un rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter. En tout cas, ce serait vraiment bien. Et moi et Gérard disait moi-même, on ne renouvelle pas notre mandat dans un mois, mais c'est toujours un binôme homme-femme qui va prendre la suite. Merci pour votre réponse. Donc il y a l'État qui s'est saisi de la question en instaurant des quotas et des mesures incitatives pour une meilleure représentativité. Donc on a les lois du 4 août 2014 et du 2 mars 2022. Mona, peut-être vous pouvez prendre la parole à ce propos. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, au niveau du ministère, on a plusieurs moyens d'action par rapport à ces questions de représentation des femmes, notamment dans les fonctions d'encadrement sportif. La loi du 2 mars 2022, elle est assez intéressante parce que du coup, nous, on a en charge en fait tous les diplômes qui vont relever du champ du sport, donc des diplômes professionnels. Donc pas la filière STAPS, mais donc les BP, les DE, les BGEPS, les EGEPS, les EGEPS notamment, les CQP. Et donc par cette fameuse loi, il y a une obligation maintenant d'avoir systématiquement un module qui aborde les violences et les discriminations. Donc c'est un terme qui est assez large et qui permet de fait d'aborder pas mal de thématiques intéressantes auprès d'un public qui du coup est lui aussi assez intéressant par rapport aux fonctions en fait, que ça peut amener ensuite d'occuper. Donc là, nous, on a aussi, on a un regard là-dessus et donc c'est une obligation. Donc maintenant, ça se fait dans toutes ces formations-là. Dans les réseaux avec lesquels on travaille, donc nous, on travaille notamment avec les établissements publics, donc les CREPS, les écoles nationales, l'INSEP.
Et donc on a des dialogues de gestion au sein desquels on les interroge tous les ans sur leur stratégie éthique et intégrité. Et donc on leur demande notamment quels sont leurs contenus qui sont abordés au cours de ces formations-là. Donc il faut savoir que les établissements ils sont très investis par rapport à ça, ils travaillent beaucoup en partenariat avec des associations spécialisées notamment. Parfois ils ont créé des modules spécifiques là-dessus avec leurs ressources en interne. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Et ensuite, on travaille bien sûr avec les fédérations sportives qui donc mettent en place des plans de féminisation entre guillemets ou de mixité, ça dépend des termes et des fédérations. Et donc là, l'idée c'est d'aborder un certain nombre de thématiques, parmi lesquelles évidemment l'égalité femmes-hommes et donc notamment l'accès aux fonctions d'encadrement. Et il faut savoir qu'on a une relation nouvelle maintenant avec les fédérations depuis 2021. Elles sont liées au ministère des Sports par des contrats de délégation. Et donc, pareil, tous les ans, les fédérations ont des rendez-vous en fait, annuels avec le ministère. Et donc, on étudie notamment tout ce qui est fait en termes notamment d'accession à ces diplômes-là, puisque les fédérations, certaines fédérations en tout cas, ont aussi en charge des diplômes du sport. Merci. Et si ces initiatives peuvent être donc un bon début, est-ce que cela, ça ne peut pas amener les hommes à remettre en question les compétences des femmes en disant si vous êtes là, c'est les quotas. Est-ce que Marion Philippe, vous pouvez prendre la parole à ce sujet? C'est un souci qui se pose, je pense, dans tous les milieux. C'est à partir du moment. En fait, c'est l'aspect double tranchant de l'imposition des quotas. C'est que en fait, c'est le seul moyen, entre guillemets, de faire en sorte qu'il y ait une parité, notamment dans les instances dirigeantes. Mais à côté de ça, certains vont utiliser l'argument de tu es là parce que tu es une femme et qu'il faut un quota, alors que certaines peuvent être tout autant compétentes que la personne qui est à côté et qui est un homme, et puis voire même parfois plus compétente. Mais disons que c'est l'aspect peut-être négatif d'imposer ça, c'est de se dire qu'on entend parfois cette idée de oui, t'es là juste parce que t'es une femme. Pour le coup, moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas pour toi, mais moi ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Mais malheureusement, les choses qui ont été faites montrent qu'on est obligé d'en passer par là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Pour ajouter à ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup je vais introduire. On a pu faire une espèce de mini-enquête au sein de notre réseau qu'on vous a présenté au dernier conseil d'administration, où on s'est rendu compte que notre réseau il était paritaire, donc on était presque à 50-50, et sur nos événements nationaux aussi d'ailleurs. Donc déjà on peut être très content de ça, je pense. Au niveau des présidents et présidentes, on est aussi paritaire. On peut être très heureux dans ça aussi. Mais par contre, au sein directement en fait, des pôles qu'il y a au sein de vos associations, comme le secrétariat, la trésorerie, l'innovation sociale ou autre, on va en fait être un réseau qui est très stéréotypé. Les filles, on va plus les retrouver à la communication, à l'innovation sociale, au secrétariat. Alors que les garçons, du coup, on va plus les retrouver au partenariat, à l'événementiel. Donc en fait, et à la trésorerie. Et ça encore pas trop. Mais du coup, il y a un enjeu au sein de vos associations à juste faire une analyse de votre asso en vous disant est-ce que je fais perdurer ou pas ce stéréotype, sachant que c'est totalement un choix de votre part, mais comment est-ce que je peux faire pour au final déconstruire ça au sein même de mon association. Donc voilà, c'est tout à moi. Bonjour, on m'entend bien? Bonjour, du coup moi c'est Théo de la Compost Office. J'avais une question. On a pu voir qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au niveau des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur la parité en termes d'athlètes. Ma question c'était, est-ce qu'elle a été aussi respectée dans l'organisation de ces événements par le travail de fond? Si jamais il y a des chiffres ou quoi, je suis preneur. Alors
alors j'ai pas les chiffres en tête et je suis pas certaine à 100%, mais je sais qu'il y a un regard très important de Paris 2024 sur notamment le recrutement des volontaires, où l'idée c'était normalement d'avoir la parité, donc je sais pas exactement où ça en est par rapport à ça. Et l'organisation de Paris 2024 a vraiment un regard assez important sur toutes les questions de violences sexistes et sexuelles notamment, et de tout ce qui relève de discrimination. L'enjeu, c'est d'avoir une organisation qui soit assez exemplaire par rapport à ces thématiques-là. Bonjour, Thierry du Médio Staps Poitiers. Moi j'aimerais revenir sur 2-3 éléments que vous avez pu citer précédemment, notamment le fait qu'il fallait que les femmes osent prendre des postes. Moi j'aimerais revenir sur ce que disait un grand homme il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était aussi aux hommes de laisser leur place pour permettre justement qu'elles puissent oser plus facilement. Et la deuxième chose, c'est sur la parité. Vous avez dit qu'on pouvait répondre que les femmes étaient là à leur poste parce qu'il fallait des femmes et qu'elles pouvaient être compétentes. Et il y a Françoise Giroud qui disait que la femme serait l'égale de l'homme quand à un poste important on aimerait une femme complètement incompétente. Donc c'est ce que j'aimerais répondre aux personnes qui disent que c'est ça. Moi la question que j'aimerais poser c'est sur le rôle d'élu. On a pas mal d'élus dans la filière STAPS, que ce soit dans les conseils centraux des universités, dans les conférences régionales des sports, ou même dans les conseils du FR. Et j'aimerais savoir, parce qu'on parle beaucoup des affaires académiques, de l'environnement, etc. Et c'est vrai qu'on évoque très peu la question de l'égalité de genre dans ces conseils-là. Et donc j'aimerais savoir quel conseil vous pourriez nous donner en tant qu'élu pour essayer de faire changer ces choses-là dans le monde universitaire et le monde sportif. Alors pour la petite citation, il faudrait que, je sais pas, tu fasses une banderole, un truc comme ça, et que tu envoies à tous les B2 de France, je sais pas. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est une réalité, mais encore faut-il que tout le monde en ait conscience. Quant à ta question, je pense qu'il faut peut-être juste faire en sorte que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Le souci étant que dans la gestion d'un UFR ou d'une université, il y a énormément de sujets, de problématiques, et ça passe en second plan. Mais à mon sens, il faut aussi se rapprocher des missions égalité, des directions égalité. Je ne sais pas comment c'est dans vos universités, mais il y a forcément un pôle égalité dans les universités. Il faut aussi se rapprocher d'eux, puisque finalement, c'est leur rôle aussi à eux de faire en sorte que ça soit plus visible, plus parlant. Ce que je sais, chez nous, à l'université Gustave Eiffel, ils sont ultra présents. Ils font souvent des conférences et nous, dans ce sens-là, quand même, on est, je trouve, pas mal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les sentinelles égalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans vos staffs, à chacun et à chacune, il y a quelqu'un qui est censé, dans les enseignants, dans le secrétariat, vous aiguiller en cas de violence sexiste et sexuelle. Je ne sais pas si vous avez tous et toutes identifié cette personne-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un manque de communication. Et il y a ces deux enjeux-là, en fait, que la mission égalité de l'université soit peut-être plus puissante, qu'il y ait une inscription, du coup, à l'ordre du jour de différentes réunions, que ce soit quelque chose qui est un enjeu important. Et aussi, vraiment, faire en sorte qu'on identifie que c'est un problème sur lequel il faut travailler dans les universités ou dans les UDFR STAPS. Merci. Par rapport à la première chose que tu as dit sur François Giroud, je l'ai réécoutée ce matin à la télévision lors d'un débat, parce qu'elle a été ministre après, elle a dit si moi j'ai des balbutiements, si je m'exprime mal, on va retenir que je me suis mal exprimée et on va coller cette image à toutes les femmes en politique. Et elle dit à son adversaire, alors que si vous avez les mêmes balbutiements, vous n'utilisez pas les bons mots, on retiendra juste que vous n'avez pas été bon ce soir et ça n'aura aucun impact sur les hommes politiques. Et je parle en mon nom, je ne sais pas si Véronique va partager, mais on vit vraiment exactement la même chose. J'ai été candidate 2 fois à la présidence du Comité national olympique et sportif français. En 2021, il y avait une autre femme, c'est elle qui a été élue. Brigitte Henriques, et à elle, on n'a laissé aucune chance. Et elle a tenu 1 an. Voilà.
Il y aurait plein de choses à dire sur cette histoire. En l'occurrence, elle a tenu 1 an. On a entendu des phrases du type moi, en 8 ans de mandat, j'ai jamais pris de vacances. Sous-entendu, elle prend des vacances. On est tous d'accord que les hommes comme les femmes, on est constitués de la même chose, on a tous besoin de prendre des vacances, de se reposer. Voilà. Donc évidemment que les hommes prennent autant de vacances que les femmes. On a retenu ça. On a retenu des choses sur la manière de s'habiller. Ça, c'est très fréquent. Moi, j'ai entendu que Roxana Maracineanu, quand même, qu'est-ce qu'elle s'habille mal, celle-là, pour une ministre. Enfin, et ça, c'est encore aujourd'hui. Et c'est des phrases... J'ai entendu aussi la mer de Paris. La mer. Qu'est-ce que c'est moche, la mer. Mais est-ce que toi, t'es beau déjà avant de dire un truc comme ça, quoi. Et ça, c'est toujours... La pratique. Comparé aux garçons, les filles entre 12 et 17 ans sont plus nombreuses à ne jamais avoir fait de sport en dehors des cours de PS. Et durant l'adolescence, elles décrochent davantage de la pratique sportive. Alors ça peut nous amener à nous interroger sur quels sont les freins à la pratique du sport féminin. Est-ce que chacune, vous pouvez donner 1 ou 2 freins sur cette question? Allez, je commence. Alors ça me permet de rebondir justement sur ce sujet de l'abandon de la pratique des filles à l'adolescence. Il y a un rapport qui a été produit par Cécile Autogali et Marie-Carmen Garcia l'année dernière, qui sont 2 chercheuses du laboratoire Elvis comme Amélie, et qui en fait ont montré que cet écart-là, il n'est pas forcément significatif parce que les garçons aussi ont un fort taux d'abandon à cette période-là. La période qui est la plus intéressante, c'est vraiment le très jeune âge, donc l'entrée dans la pratique sportive, on va dire. Et donc, en fait, le premier frein, et ça a déjà été évoqué avant, c'est les stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas pratiquer les mêmes sports. Déjà, on ne va pas forcément faire du sport. Les petites filles vont peut-être plus facilement se tourner vers des pratiques culturelles, artistiques, et les garçons plus vers du sport. Et après, quand le choix, on va dire, de la pratique physique est fait, et ben là, il est très stéréotypé, avec encore des pratiques investies historiquement par les hommes. On retrouve encore une proportion de garçons majoritaires, et à l'inverse, des sports comme la gym, l'équitation, on est encore à peu près à 90% de femmes parmi les licenciés. Donc ça, c'est hyper important en fait, dès le plus jeune âge, c'est souvent là qu'on voit les plus grands écarts en termes de licence, quand on fait une analyse un peu fine en fonction des âges. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors évidemment, c'est une déconstruction totale de la société, des stéréotypes, qui peut être un peu complexe, on est d'accord, et sur laquelle on n'a pas forcément toujours, on va dire, les moyens de lutter, sachant qu'en fait, même en tant que parents, si on a cette attention-là, les enfants très vite, ils sont socialisés en fait par toutes les instances par lesquelles ils passent, par l'école, par les copains, les copines. Et donc, en fait, ils peuvent aussi, de leur propre choix, s'orienter vers des pratiques qui, du coup, correspondront à leur genre. Mais par contre, ce qui est important, en tout cas, et notamment vous qui serez des éducateurs, peut-être que des éducatrices, c'est de bien, en fait, se communiquer et présenter vos pratiques sportives respectives comme étant des pratiques qui s'adressent à toutes et tous. Et donc d'avoir bien cette vigilance-là, les fédérations aussi maintenant commencent à avoir cette attention en termes de communication. On parlait de rôle modèle aussi, c'est hyper important. Et donc voilà, c'est un des points qui est vraiment important par rapport à ça. Je compléterai juste, l'idée pour moi est la même, c'est les stéréotypes le principal frein, mais les stéréotypes ils viennent des parents en fait. Et ça aussi, c'est une étude qui vient de notamment Virginie Quez, qui dit que c'est les parents qui décident de la pratique sportive des jeunes enfants. Et donc eux vont conserver leurs propres stéréotypes et ils vont inscrire les petites filles à la gym et à la danse, et les petits garçons au foot ou au rugby. Voilà, en gros, c'est tout comme ça que ça se construit. Dans les autres freins concrètement qu'on peut rencontrer dans la pratique féminine, parfois, je ne sais pas si c'est vous, ça vous est déjà arrivé, mais les créneaux ils sont parfois aussi favorisés pour la pratique en fait masculine et pas forcément féminine, donc en fait c'est pas des créneaux qui sont arrangeants pour les filles en général, ou sinon il n'y a pas forcément toujours de section
déjà féminines qui existent tout simplement. Donc en fait, c'est plus difficile d'avoir accès à cette pratique-là. Et puis en fait, vu qu'il n'y a pas de section, bah, les filles elles vont pas s'orienter. Et en fait, ça va faire un cercle vicieux puisque vu qu'elles ne veulent pas, elles ne veulent pas en faire, et les clubs vont se dire bon bah non, on met pas de section féminine parce que aucune femme ne nous demande cette section. Et au final, on n'aura jamais cette section féminine. Donc il faut tenter. Je pense qu'il y a des femmes dont les freins, je viens de citer, freinent vraiment à leur pratique. Donc il faut pouvoir aussi réfléchir à tout ça. Emmanuel, vous souhaitez rajouter quelque chose? Dans les freins aussi, il y a le manque de financement dans le sport féminin. Quel est le constat fait par l'ANESTAPS? Alors le financement, ça reste un défi majeur parce que ça passe aussi beaucoup par là. Les opportunités de financement, elles sont hyper restreintes et il y a surtout des très grandes disparités salariales. Il faut savoir qu'en 2020, l'Union des cyclistes internationales a pu faire une enquête et a pu démontrer qu'en fait les cyclistes féminines elles bénéficiaient en moyenne d'un budget qui était 10 fois inférieur à celui des équipes masculines. Et en fait, c'est gigantesque, c'est-à-dire que 10 fois moins, pour pouvoir développer la pratique, c'est quand même très dur. Il faut qu'il y ait vraiment un financement qui soit alloué et qui soit vraiment cohérent avec ce qu'on a envie de faire et avec comment est-ce qu'on a envie de développer la pratique féminine. Et pour ça, il faut que le financement corresponde à cette attente et à cette demande. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi j'ai une anecdote, j'ai fait du handball à un bon niveau on va dire. Et un jour on a eu une pénalité de 7 points qui a été infligée par la Ligue parce que je ne sais même plus pourquoi. Et en fait le club devait décider s'il le mettait à l'équipe 1 féminine ou à l'équipe 1 masculine. L'équipe 1 masculine jouait en N3 et nous on jouait en N1, voilà. Et du coup, pénaliser l'équipe 1 féminine, ça revenait à rendre difficile la montée, sachant qu'on tendait quand même à la montée. Par contre, pénaliser l'équipe 1 masculine, ça pénalisait surtout le financement, puisqu'en fait, l'équipe 1 masculine, qui était en N3, rapportait plus d'argent de par la subvention que l'équipe 1 féminine. Donc du coup, je vous laisse deviner à qui a eu la pénalité des 7 points. Évidemment, c'est l'équipe féminine. Et donc en fait, c'est aussi ce qui peut contraindre le développement de la pratique. Et pour l'anecdote, du coup, l'équipe devait monter en D2, elle n'est pas, malgré les 7 points de pénalité, devait monter en D2, on n'est pas monté en D2 parce qu'on n'a eu aucune subvention suffisante pour avoir le budget nécessaire pour monter en D2. Et l'équipe de National 3 est redescendue parce que, ils n'étaient pas bons. Et donc, au niveau de tout ça, ça remet un peu en cause les compétences des femmes dans la pratique sportive aussi, et on l'a vu plutôt dans la gouvernance. Et donc, Mona Pantel, par exemple, vous avez fait et vous avez travaillé dans le cyclisme, un sport qui est à dominante masculine. Est-ce que vous pouvez un peu parler de votre expérience? Alors c'est vrai qu'en termes d'inégalité, moi quand j'ai voulu faire du vélo, les premiers clubs ne prenaient pas de filles, donc du coup c'est assez concret, c'était il y a encore une fois pas si longtemps que ça. Donc là on est vraiment dans la discrimination et c'est ce que tu disais Charlotte, c'est le manque de section en fait. Il n'y a pas nécessairement toujours besoin de section, notamment dans les sports individuels comme le cyclisme. Mais bon, c'était mon entrée dans la pratique, on va dire. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sport pratiqué à majorité par des garçons, donc on était quelques filles, c'était facile de faire un podium parce qu'on était souvent 3 au départ, donc c'était pratique pour avoir une médaille. Et ensuite, après, quand j'ai travaillé j'ai travaillé moi, au comité régional en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la Fédération française de cyclisme, et du coup je m'occupais de tout ce qui était notamment développement de la pratique des filles et des femmes. Et c'était super intéressant parce que l'objectif c'était justement, fort du constat, on va dire, de la faible proportion de filles parmi les licenciés. Nous on avait mis le focus sur une catégorie qui, en ayant fait en fait quelques études, on s'apercevait que c'était une catégorie en difficulté, celle des cadettes et des juniors, parce que justement en raison du manque on va dire, de jeunes filles qui pratiquent le cyclisme en compétition sur route. Il faut savoir que quand vous êtes en cadette, donc vous faites à peu près des courses, on va dire, de maximum 60 km, et vous passez en junior, vous courez avec celles qui sont en élite et qui font 120 km tous les week-ends. Donc ça fait un peu bizarre, et parfois c'est justement une cause d'abandon. Donc nous, l'idée, c'était justement
d'essayer de faire en sorte de maintenir ces jeunes filles dans l'activité quand c'était leur souhait. Et pour faire encore le lien avec la formation, on a parlé aussi beaucoup de tout ce qui a trait, on va dire, aux stéréotypes de genre, mais ce qui est aussi hyper important, c'est les formations en termes d'entraînement. Amélie en parlait. Souvent, on va avoir, en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont avoir envie de protéger les jeunes filles, voilà, de ne pas trop les entraîner par peur que ce soit trop difficile pour elles. Sauf qu'en fait, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas d'études, et c'est ça le problème aussi, hein, c'est qu'il n'y a pas assez d'études scientifiques. Souvent, la plupart des études scientifiques, les sujets, ce sont des hommes, et on fait quand même des constats par rapport à ces différences. En fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est cette présupposée infériorité physique, on va dire, des filles en comparaison avec les garçons. Et en fait, nous, on s'est aperçu que du coup, en fait, on les forme pas au mieux qu'on pourrait, notamment quand on est dans une perspective de haut niveau, ce qui était le cas dans le comité régional, puisqu'on s'occupait notamment de tout ce qui était les sélections régionales pour les championnats de France. Et que donc, en fait, ces jeunes filles étaient mal encadrées, parce que aussi, souvent, c'était les parents qui les entraînaient, parce que manque d'encadrement pour les filles spécifiquement, surtout à partir du moment où on pratique plus en mixité. Et donc les parents, ils ne sont pas formés, enfin certains le sont, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur encadrement qui puisse exister. Donc ça, c'est aussi une réflexion à avoir, c'est comment aussi on réfléchit à des contenus de formation en entraînement qui ne soient pas systématiquement, voilà, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, mais plus réfléchir à évoquer en fait la question de groupe de niveau. Il y a des filles qui seront plus fortes que des garçons et à l'inverse. Et en fait, là je vous apprends rien en staff, le but c'est quand même de faire progresser chacun et chacune, et si vous faites des groupes de niveau, c'est quand même plus efficace. Donc voilà, c'est aussi la réflexion en tout cas que nous on avait eu avec mes collègues au sein du comité régional par rapport à ça. Merci. Une question que je vais poser donc à Emmanuel, qui vient du public. Donc on a beaucoup parlé de la parité, donc où il y a les filles qui sont moins nombreuses dans les pratiques dominées par les hommes. Qu'en est-il du coup à l'inverse des pratiques qui sont dominées par les femmes et où il y a très peu de garçons? Est-ce que c'est aussi un combat de stéréotypes du genre de se battre dans l'équilibre de mixité dans les deux sens? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je réponds oui. Après, j'ai pas de compétences particulières sur cette question-là, mais le stéréotype des genres, oui, il y a la natation synchronisée maintenant qui est accessible aux hommes, qui se pratique en mixité. Voilà, tout le monde a déjà vu Billy Elliot. Je pense que malheureusement, c'est toujours une réalité aujourd'hui. C'est toujours difficile pour les petits garçons d'aller au conservatoire et de se retrouver qu'avec les filles. Voilà, je crois que la fédération, il y a le plus de filles, c'est l'équitation, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire finalement sur cette question. Est-ce qu'il y en a une de vous qui voudrait ajouter quelque chose sur cette question? Il y a aussi une question qui est souvent revenue sur la médiatisation. Le sport de haut niveau masculin est beaucoup plus développé que dans le sport féminin. Selon vous, comment pourrait-on la faire évoluer? Peut-être Marion En fait, la question, c'est surtout l'enjeu de la médiatisation des hommes et des femmes dans le sport. Le sport, je vous apprends rien, c'est un business maintenant. Et malheureusement, les stéréotypes sont toujours forts aussi. C'est de se dire que le sport masculin est plus bankable que le sport féminin, et notamment il est plus spectaculaire, dans le sens où en fait ça va être plus sympathique de voir un sport masculin qui est le même sport au féminin. Et donc ces questionnements-là font qu'on a une distinction et une différenciation dans les heures de retransmission des sports féminins en opposition avec les sports masculins. Dans l'idée, c'est que, étant donné que le sport féminin est considéré comme moins attractif, pourquoi le mettre à la télévision et perdre de l'argent dessus? C'est la vision qu'ont les diffuseurs, et donc en fait c'est une espèce de cercle vicieux. Et le coup du serpent qui se mord la queue, c'est que finalement, le problème c'est qu'on en voit peu à la télévision, mais comment on peut vraiment se dire que les personnes ne sont pas intéressées par le sport féminin si on ne donne pas la chance au sport féminin d'être visible à la télévision?
Et donc c'est vraiment cette histoire du serpent qui se mord la queue. Le meilleur exemple est sans doute les unes de l'équipe. Le dernier exemple, c'est celui de la victoire en championnat du monde du relais féminin en biathlon, il me semble, qui ont été dans un petit coin à gauche de la une de l'équipe, et la une de l'équipe faisait état du but de Mbappé sur pénalty. Alors bravo à Mbappé, mais je pense qu'il met suffisamment de buts dans la saison pour qu'on n'ait pas à faire une de l'équipe à chaque fois qu'il met un but. Et donc pour le coup, ça c'est totalement représentatif. Pourquoi? Parce que Mbappé, le PSG et le football, ça fait vendre, alors qu'une médaille d'or pour la première fois en relais féminin au championnat du monde de biathlon, ça fait pas vendre. Ça c'est l'argument. Par contre, l'argument dans les faits, il peut être totalement contredit. Pourquoi? Parce que l'équipe l'équipe papier, il gagne de l'argent par l'abonnement. Donc en fait, toi tu reçois ton journal dans ta boîte aux lettres, que ce soit une féminine ou masculine, ça ne change rien à ta vie vu que tu t'es abonné. Et donc en fait, cet argument-là qui est toujours mobilisé de se dire le foot fait vendre alors que le sport au féminin ne fait pas vendre, et ben, il est totalement erroné, notamment dans le cas de l'équipe. Par contre, le souci c'est que pour vendre et pour développer la médiatisation du sport au féminin, les femmes, elles ont tendance à rentrer dans le jeu et finalement, comment dire, être hyper sexualisées et s'auto-hyper sexualisées en mettant des micro-shorts ou des choses comme ça, en faisant ressortir de manière importante les traits de féminité attendus. Et donc du coup, et ben, encore une fois, cercle vicieux. Les femmes ne veulent pas être hyper sexualisées, mais celles qui marchent le plus sont celles qui sont hyper sexualisées. Celui qui paye l'abonnement de foot, de chaîne de télé à la maison, c'est surtout l'homme. Et donc voilà, cercle vicieux. Et malheureusement, comment en sortir? Telle est la question. Merci. Non, je vais juste revenir sur quelque chose. On a tendance beaucoup à parler de football et à parler de football féminin. Ça, c'est quelque chose à la DeStaps dont on s'est saisi et donc c'est important pour nous de faire le point. Mais le football, c'est pas la norme. Enfin, le football féminin, c'est pas la norme. Donc quand on utilise le mot football féminin, il faut aussi qu'on utilise le mot football masculin. Parce qu'en fait, c'est exactement la même discipline, juste pratiquée par des femmes et par des hommes. Donc c'est important de ne pas rendre juste le football masculin comme la norme et de vraiment préciser dans les deux cas. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Du coup, je m'appelle Théo, je suis du BDE Stade 3 et j'avais une question pour vous. Je voulais revenir du coup sur les sports qui sont majoritairement masculins et où on a du mal à introduire les filles. J'ai entraîné du coup il y a quelques années une équipe de garçons de U11, donc du coup de 9 à 11 ans, et j'ai eu une petite fille qui était du coup dans cette équipe-là. Il faut savoir que du coup les filles sont un petit peu plus âgées pour jouer avec les garçons à cet âge-là. Et du coup je voulais savoir ce que vous pensiez des clubs qui sont 100%, qui ont des équipes qui sont 100% féminines. Par exemple, nous à Rouen, on a un club qui s'appelle le Rouen Plateau Est et qui a un club de foot qui est avec uniquement des équipes féminines. Est-ce que je voulais savoir votre avis là-dessus, savoir si vous pensez que ça creuse les inégalités, ou si c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Nous devons prendre la parole sur le sujet. Alors moi je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des équipes 100% féminines parce qu'en fait si on regarde actuellement la plupart du temps il y a des équipes 100% masculines, donc c'est important d'avoir l'équivalent si les jeunes filles souhaitent jouer entre elles, et notamment dans les sports collectifs où on va dire l'institutionnalisation de la pratique sportive dans certaines fédérations fait que pour pratiquer en compétition on ne peut pas nécessairement pratiquer en mixité. Maintenant je pense que la mixité c'est aussi important parce que moi quand j'étais en Égala, j'ai fait mon mémoire là-dessus. En fait, j'avais interrogé dans le cyclisme les jeunes filles que j'avais en stage avec moi pour savoir si est-ce qu'elles préféraient pratiquer entre filles ou plutôt en mixité avec les garçons. Et souvent, en fait, elles apprécient bien les deux parce que en fait, elles aiment beaucoup challenger les garçons, sachant que ça, c'est quand même valable pour les filles qui se débrouillent bien.
c'est-à-dire celles qui sont en mesure justement de se comparer avec les garçons sportivement. Celles qui sont plus en difficulté, c'est moins le cas. Et elles appréciaient aussi d'avoir des moments en fait, où elles pouvaient rouler du coup, en cyclisme, rouler entre elles, parce que c'était en fait très rare pour elles. Souvent, elles étaient complètement esselées dans leur club. Et quand vous faites du vélo, des fois c'est un peu long de faire des sorties toutes seules si vous ne pouvez pas forcément aller rouler avec vos collègues. Donc voilà, je pense que les deux sont vraiment importants, mais c'est quand même chouette aussi de voir qu'il y a des équipes en sport co qui se créent aussi dans les deux cas, parce que du coup, si ça n'existe pas, eh ben, on peut se dire qu'il y a des jeunes filles qui vont peut-être pas pouvoir pratiquer ce sport parce qu'il faudra aller dans la ville d'à côté et que ça sera plus compliqué. Voilà. Oui, puis il y a des filles et des femmes qui aussi ont besoin de se sentir en sécurité pour plein de raisons liées à leur propre vie. Et il y a le baromètre qui est publié régulièrement par l'UCPA et le CREDOC qui montre que dans les freins d'accès des pratiques pour les femmes et les filles, il y a vraiment ce besoin de mise en sécurité. Donc nous, à la FGT, on a eu un grand débat cette année parce qu'il y a la section montagne-escalade qui a créé une journée, donc comment on dit, non mixte, enfin que des filles, et les hommes étaient interdits. Donc ça a créé plein de débats. Est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que ça en est pas? Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait des débats et qu'il y ait des expérimentations et qu'on puisse trouver des solutions pour faire en sorte que le sport il soit un lieu de plaisir et d'émancipation pour tout le monde. Sachant que la mixité, elle n'est pas questionnée quand c'est que des garçons ensemble. Souvent, c'est quand il y a des femmes qui demandent à pratiquer entre elles où souvent ça pose question. Voilà, il y a encore des espaces sportifs où il y a que... c'est quand même un milieu essentiellement masculin. Donc je pense qu'il faut retenir, effectivement, c'est de pouvoir choisir ce qui nous plaît en fonction de nos envies. Je rajouterais juste, en complément de ce qu'a dit Emmanuel, on parle aussi de safe place. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'endroit où les femmes se sentent le plus en sécurité, c'est dans les toilettes non mixtes. Parce qu'en fait, elles sont effectivement qu'entre femmes, et dans ces espaces-là, elles peuvent être pleinement qui elles ont envie d'être. C'est des études, hein, c'est pas moi qui l'ai constaté en traînant un peu trop dans les toilettes féminins, mais c'est des études qui le disent du coup. Et donc, créer ces espèces de safe place, c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant dans les sections, dans les clubs uniquement féminins, c'est que ça permet encore plus de développer cette histoire de rôle modèle. Puisqu'en fait, ça va être tout organisé autour de cette section féminine. Les jeunes filles, elles vont être beaucoup plus encouragées à aller voir les équipes seniors et à s'identifier à une joueuse de cette équipe. Et donc, créer cet engouement, cette idée de se dire « Ah, je veux être comme elle quand je suis grande ». Et en fait, ce dont on se rend compte, et ça c'est vérifié pour le sport masculin et le sport féminin, c'est que le rôle modèle est très important dans le développement d'une carrière sportive, qu'elle soit à haut niveau ou pas. Et donc cette distinction homme-femme dans les clubs, elle est à la fois assez ancienne, puisqu'en fait c'est comme ça que les clubs féminins se sont créés, mais finalement c'est aussi le meilleur moyen de développer la pratique féminine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je suis Flavie du groupe d'établissement. Tout à l'heure, vous avez évoqué les groupes de niveau comme le possible remède, on va dire, pour la parité, etc. Moi, depuis que je suis rentrée en STAPS, je pratique le handball en spécialité et on a eu un problème, c'est-à-dire qu'en fait, sur 60, on n'est que 3 filles et on a fait des groupes de niveau, mais on peut voir que physiologiquement la femme elle est pas du tout pareille que l'homme et qu'au niveau du handball ça nous pose quand même de nombreux problèmes parce qu'on ne peut pas en fait, jouer face à des garçons qui sont beaucoup plus développés que nous, qui sont beaucoup plus grands, qui ont beaucoup plus de force. Au niveau du rapport de force c'est quasi impossible. Donc est-ce que à la limite vous avez une autre solution à proposer? Ça tombe bien que tu parles de handball. Ça se voit pas parce que je suis assise, mais je suis pas très grande. Et je jouais sur la base arrière, et en fait, il suffit juste de développer tes aspects techniques. Quelqu'un en face de toi qui est plus grand, qui est plus lourd, il va être moins rapide que toi. Il suffit juste de développer les aspects techniques qui te permettront d'être meilleur face à un adversaire que tu connais finalement. Tu sais qu'il est certain, comme ça,
Et donc toi, il suffit de réfléchir à comment contrecarrer ça. Et donc en fait c'est aussi, de manière générale, on entend souvent dire que le sport féminin est plus technique que le sport masculin. Enfin, l'exemple c'est toujours celui du football féminin. On dit que c'est plus technique et moins physique. Et pour le coup, c'est un constat qu'on a dans la plupart des sports, c'est que effectivement, pour contrer ces espèces de différences biologiques qui font que effectivement l'aspect physique est plus difficile, et ben les femmes développent l'aspect technique. Et c'est là-dessus où, quand tu agis dans un contexte de mixité comme le cas du handball, et ben c'est sur les aspects techniques que tu vas pouvoir te démarquer et faire en sorte de performer. Et malheureusement pour le cas du handball, parfois il y a des contradictions qui jouent, c'est-à-dire qu'on va jouer sur ton gabarit et te dire bah, tu vas te mettre à l'aile parce que tu es plus petite, alors que finalement tu peux être meilleur à un poste où on attend des grands et costauds. Mais c'est aussi des problématiques qui existent quand on joue que entre hommes ou que entre femmes en fait, le souci que tu évoques aussi. Merci. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais par souci de timing, on va continuer. Mais n'oubliez pas qu'il y a le Google Form pour poser les questions et celles pour lesquelles on n'aura pas pu répondre là maintenant, l'ANESTAPS y répondra plus tard. Donc, pour continuer, dans la capitale, en 1900, les femmes participent pour la première fois aux Jeux. 124 ans plus tard, les JO de Paris réuniront autant d'athlètes féminines que d'athlètes masculins. On peut alors se demander comment les Jeux Olympiques peuvent-ils contribuer à faire avancer la cause des femmes dans le sport. Mona Pantel, peut-être. Vaste question. En fait, les Jeux Olympiques et Paralympiques, là je pense qu'on le voit particulièrement maintenant à mesure qu'on s'approche de plus en plus de la date butoir. C'est pas juste une compétition pendant 4 semaines, Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est tout un élan autour de la pratique sportive, d'actions qu'on peut mettre en place, de financement. Il y a tout ce qu'on cherche aussi à développer du point de vue de l'héritage. Donc là, c'est vrai que ce qui est important, en fait, Paris 2024 a beaucoup mis en avant l'aspect paritaire de ces Jeux du point de vue des athlètes. Mais ce qui peut aussi permettre de développer la pratique, c'est justement comment on va se servir de cet événement planétaire pour développer ces questions-là. Et notamment, puisque les Jeux Olympiques, c'est aussi des équipements sportifs, on crée des équipements. Et c'est une question très importante en termes on va dire, de différenciation entre les femmes et les hommes, puisqu'on sait que c'est des équipements qui sont souvent majoritairement investis par les garçons, alors quand ils sont privés, non en accès libre, on va dire, c'est la question des créneaux qui se posent. Et du coup, va se poser aussi la question de qui va avoir accès à ces équipements après et comment aussi on va réfléchir autour de cette on va dire, égalité entre la pratique des femmes et des hommes par rapport à ces équipements-là. Donc voilà, moi je dirais que globalement, on va avoir beaucoup d'attention, on va dire, médiatique et sportive pendant une période assez intense, on y est déjà. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir se servir de ça pour mettre en avant ce qui peut être mis en place par rapport à cette thématique. Ouais, moi je partage totalement. Il y a un regret quand même sur le village olympique qui a été inauguré il y a quelques jours, puisqu'il n'y a pas d'équipement sportif dans ce village olympique, ce qui est quand même bizarre. Voilà, à Saint-Denis, dans les quartiers populaires, ça aurait été une opportunité en effet pour répondre à ce besoin des équipements. Et puisque tu parles de 1900, je voulais quand même dire un petit mot sur Alice Mia. Qui connaît Alice Mia? Ah, on posait la question il y a 10 ans, personne ne la connaissait. Donc il y a aussi un enjeu évidemment sur la visibilité, puisque l'histoire a eu tendance à oublier les femmes, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans la sociologie des organisations, dans un petit peu tout. Donc on est très heureux d'avoir mené un travail qui a abouti à une statue d'Alice Mia juste en face, à côté du baron Pierre de Coubertin, au siège du comité olympique. Alors on nous a dit attention, pas 1 centimètre de plus. Alors on a fait attention. Ça n'a pas dépassé, mais finalement elle a pris la place d'une grande plante verte. On s'est dit que finalement, pour la symbolique, c'était pas trop mal. Donc j'espère aussi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vont être l'occasion de renforcer aussi le récit des femmes dans l'histoire du sport français.
Merci. Et je vais laisser place à une ou deux questions du public, les deux dernières. Juste le temps que le micro arrive, j'ai entendu qu'il y avait le STAPS de Nice. Vous savez qu'il y a une expo au musée du sport qui est uniquement sur les femmes dans les Jeux Olympiques. Donc c'est quand même ultra d'actualité. Je vous conseille vivement d'aller la voir et je dis pas ça parce que j'y ai participé. Bonjour, Sacha de l'asso STAPS toulousain. Tout à l'heure, vous avez parlé de créneaux qui arrangeraient plus les hommes. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à vous comprendre, enfin à comprendre. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer et si vous avez des exemples? Oui, complètement. Faut savoir que déjà, moi je vais prendre l'exemple typiquement parisien, mais on manque globalement d'infrastructures à Paris. Tout est très pris et beaucoup. Faut savoir que quand on a un club de peu importe la discipline, on va plutôt favoriser parfois la pratique masculine plutôt que la pratique féminine. Et c'est pour ça que s'il y a un créneau qui est sur un horaire, je dis ça comme ça, mais de 19h à 20h, et qu'il y a juste une place pour une équipe, et bien c'est ça du coup l'équipe masculine qui prendra cette place plutôt que l'équipe féminine. C'est toujours une question de priorité, et comme on l'a expliqué très bien pendant toute la table ronde, parfois la priorité elle est donnée aux hommes et non pas aux femmes, et du coup c'est ça qu'il faut pouvoir changer. Je dis pas que c'est partout, je dis juste que ça arrive. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question? Clôturer la question. Du coup, c'est Aimée de la STAPS de Font-Romeu. Et ma question, c'est notamment par rapport à l'équitation. On disait qu'il y avait un gros écart entre les femmes et les hommes. Au niveau de la compétition en haut niveau, on voit que c'est les hommes qui majoritairement dominent ce domaine. Comment on pourrait ouvrir davantage les portes à la compétition de haut niveau chez les femmes? Et est-ce que via les JO et les JOP, on va s'en servir pour ouvrir cette porte? Alors, l'équitation, c'est un peu comme la cuisine. Bon, alors, je vais faire une blague, mais voilà, vous la connaissez tous. On entend souvent dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Et dans la cuisine de haut niveau, les chefs étoilés, c'est surtout des hommes. Donc il y a aussi un questionnement là-dessus. J'ai les chiffres sous les yeux. En 2020, il y avait 83,6% des licences de la Fédération d'équitation qui étaient des licences féminines. Donc effectivement, la différence est énorme. Et pourquoi les féminines ne vont pas faire des épreuves olympiques? La question, elle se pose à haut niveau. On peut se demander effectivement pourquoi. Et je pense que le problème, elle se fait aussi c'est une question de mentalité, je pense. Pareil, dans l'éducation, on va peut-être développer un esprit un peu plus compétitif pour les garçons que les filles. Et donc, ce qui entraînerait cette différence. Et quand on prend et qu'on réfléchit aux disciplines qui sont les plus féminisées, on a l'équitation, mais on a aussi la danse, qui n'est pas forcément une discipline compétitive. Et pourtant, il y a des compétitions, la preuve en est aux Jeux Olympiques, avec l'introduction d'une pratique artistique, pour le coup. Et donc en fait, du coup, cette réflexion, elle est aussi sur une question d'éducation, à mon sens, et de ce que j'ai pu constater dans mes recherches. On va plus faire en sorte que le garçon développe des capacités de compétition et tout l'esprit qui est lié à ça, parce que c'est ce qu'on attend de la virilité et de la masculinité, alors qu'à côté de ça, une femme, ce sera d'autres qualités qu'on va lui demander, et ça rebondit aussi sur ce que disait Amélie tout à l'heure. En termes de leadership, c'est un peu la même réflexion. C'est un très bon exemple parce que, en fait, si on regarde par exemple les fédérations qui sont présidées par des femmes, la gymnastique, l'équitation, qui sont à 90% à minima de licenciés femmes, qui sont présidées par des hommes. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on a beaucoup de femmes, il faudrait absolument que ce soit une femme qui en ait la présidence, mais vu qu'on est dans un décalage, c'est assez intéressant en termes d'accessibilité à ces fonctions-là. Et en équitation, il y a des travaux universitaires hyper intéressants sur cette question-là, qui ont montré qu'en fait, alors je ne suis pas du tout spécialiste de cette discipline, mais à mesure qu'on monte vers le haut niveau, dans le choix des chevaux, dans le choix des propriétaires de chevaux, en fait, il y a des enjeux qui se jouent
par rapport au genre, où clairement les hommes sont favorisés. Et effectivement, aux derniers Jeux Olympiques, l'équipe de France c'était uniquement des hommes, et c'est assez parlant en termes de, quand on compare aux licenciés, on pourrait se dire, on pourrait s'étonner, on va dire, en plus c'est une discipline qui est mixte, donc c'est hyper intéressant. Et donc effectivement, on fait ce constat-là, et on peut le faire aussi dans d'autres fédérations, où voilà, quand on regarde, en fait, à mesure qu'on monte vers le haut niveau, que ce soit au niveau des fonctions dirigeantes, d'entraînement ou de pratique, et malgré un différentiel au début qui est quand même plutôt en faveur, en tout cas avec une part importante de femmes, on s'en détache, voilà, y compris dans ces disciplines, on va dire. Merci, merci aux intervenants pour vos réponses et merci au public pour votre participation. Maintenant, pour conclure la table ronde, je laisse la parole à Lydie Rogier, présidente de l'ANESTAPS. Bonsoir tout le monde. Oh, ça va fort. Vous allez bien? Ok. Moi je crois que la team santé va pas être hyper content parce que ça fait assez longtemps qu'on est assis. Donc je vais me dépêcher. Là ce soir, enfin maintenant, je vais pas vous parler en tant que présidente, mais en tant qu'individu. On va pas aller contre le fait que, oui, je suis présidente de l'ANESTAPS et présidente, je suis la 3e depuis 25 ans. Donc faites le calcul, c'est pas beaucoup quand même. Et être présidente, oui, c'est subir des discriminations quand on est en rendez-vous, quand on est au ministère, quand on est en rendez-vous face à des hommes, parce que oui, le champ du sport, il est constitué principalement d'hommes. Et oui, aujourd'hui, avec Lou, quand on fait même l'ensemble du bureau national, quand on fait des rendez-vous institutionnels, on est face majoritairement à des hommes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux vous dire, il y a eu beaucoup de faits. Et c'est des faits qui ont été exposés aujourd'hui, des faits, des chiffres. Et juste remettez pas en cause ce qui a été dit ce soir. Tout ce qui a été exposé, c'est vrai, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pas d'être moralisateur, et surtout, c'est de trouver des solutions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit des hommes, des femmes, on est surtout des individus. On se regroupe aujourd'hui, on a un groupe de stapsiens principalement, et on a tous des valeurs communes. Et je pense que si vous avez été impacté par les propos qui ont été dits ce soir, c'est parce que vous vous sentez concerné. Peu importe le sexe, peu importe d'où vous venez, le territoire, à un moment donné, vous avez été concerné. Et juste, c'est ça l'important, c'est d'en prendre conscience. Changer les choses, ça va pas être simple. Ils l'ont été dit, c'est un enjeu social et sociétal. Ça vient de l'éducation, ça vient de la formation. Et oui, aujourd'hui, on est 350. C'est pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le monde. Mais pourtant, c'est 350 étudiants et étudiantes qui peuvent faire changer les choses à côté d'eux et quotidiennement. Demain, un homme qui est dans une association, si vous laissez plus parler les femmes qui sont dans votre association, ça va changer les choses. Et inversement, moi ce que je vous demande, c'est de communiquer entre vous. C'est de dire les choses. Parce que si vous ne communiquez pas entre vous, vous ne comprendrez pas les besoins de chacun et chacune. Aujourd'hui, homme ou femme, on a ressenti des besoins de s'exprimer ce soir, de dire les choses, et moi je suis très fière des prises de parole qui ont été faites. Parce que vous avez osé dire les choses, même si ça ne peut pas obligatoirement entrer dans le cadre institutionnel, on va dire. Donc, maintenant, le Bureau national est là ce soir, ça a été une thématique qui a été très peu abordée à l'ANESTAPS depuis des années. On parle beaucoup de la lutte contre les discriminations, mais très peu de la lutte contre la discrimination faite aux femmes. Donc c'est un sujet qui a été vraiment entamé avec le poste de Charlotte cette année. C'est assez stéréotypé que ce soit fait quand il y a 2 femmes à la présidence, mais c'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que c'est un sujet où on ne lâchera pas. Mais moi, je ne veux pas le faire qu'avec les femmes du réseau, je ne veux pas le faire qu'avec les étudiantes, mais je veux le faire avec tout le monde. Et s'il vous plaît, les hommes, venez avec nous dans ce combat-là, parce qu'on a tous à y gagner. Bonne soirée.
vais demander encore un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenantes. Et on clôture officiellement cette table ronde sur la place des femmes dans le sport. On va vous demander par contre, les amis, de rester assis à votre place tranquillement, le temps qu'on puisse faire El Famoso départ différé, voilà, pour continuer l'événement. Vous pouvez commencer à rassembler vos affaires en tout cas autour de vous, tranquillement. Voilà. Il n'y aura pas de plus actif sur ce moment-là.